Ségou, les murailles de terre, Maryse Condé. Première partie, la parole qui tombe de nuit. Ségou est un jardin où pousse la ruse. Ségou est bâti sur la trahison, parle de Ségou hors de Ségou, mais ne parle pas de Ségou dans Ségou. Pourquoi ce chant des griots, qu'il avait entendu tant de fois sans y prêter grande attention, ne pouvait-il quitter l'esprit de Doucika? Pourquoi cette appréhension tenace comme la nausée d'une femme enceinte? Pourquoi cette crainte au seuil du jour? Doucika scruta ses rêves pour découvrir un signe, une indication de ce qui peut-être l'attendait. Rien. Il avait dormi d'un sommeil profond pendant lequel aucun ancêtre ne s'était adressé à lui. Assis sur une natte dans le vestibule de sa case, Doucika prit une bouchée de dégué, la bouillie de mil mêlée de lait caillé et de miel qu'il affectionnait le matin. Il la trouva trop liquide pour son goût et avec irritation, il héla sa première femme, Nia, afin de la rabrouer. En l'attendant, il prit son frotte-dents de Tommy, le ficha entre ses belles dents limées, afin que, mélangée à sa salive, la sève alimente sa force physique et sa puissance sexuelle. Comme Nia ne répondait pas, il se leva, sortit de sa case et entra dans la première cour de la concession où habitaient ses femmes. Elle était déserte. Seules quelques vannes destinées aux milles traînaient sur le sable, immaculées, à côté des petits escabeaux de bois. Doucika était un noble, un Yerewolo, membre du conseil royal, ami personnel du Mansa, roi, père d'une dizaine de fils légitimes régnant en sa qualité de Fa, c'est-à-dire de patriarche sur 5 familles, la sienne d'abord, ensuite celle de ses frères cadets qui vivaient autour de lui. La concession de Doucika était à l'image du rang qu'il occupait dans la société de Ségou. Sur la rue, sa haute façade de terre battue s'agrémentait de sculptures et de dessins triangulaires creusés à même la muraille et se terminait par des tourelles à hauteur inégale et des plus heureux effets. L'intérieur se composait d'une série de cases de terre également avec des toits en terrasse, communiquant les unes avec les autres par une succession de cours. La première était plantée d'un magnifique dubal dont le panache, véritable dôme de verdure, était soutenu par une 50aine de colonnes formées par les racines descendant du tronc primitif. D'une certaine manière, le dubal était le témoin et le gardien de la vie des Traoré. C'était sous ces puissantes racines que le placenta de nombre d'ancêtres avait été enterré après l'heureuse délivrance. C'est à son ombre que les femmes et les enfants s'asseyaient pour se conter des histoires et les hommes pour prendre des décisions touchant à la vie de la famille. En saison sèche, ils protégeaient du soleil. En saison d'hivernage, ils donnaient du bois de chauffage. La nuit venue, les esprits des ancêtres se dissimulaient dans son feuillage et veillaient sur le sommeil des vivants. Quand ils étaient mécontents, ils le faisaient savoir en exprimant une série de sons légers, à la fois mystérieux et transparents comme un code. Alors, ceux à qui l'expérience donnait le pouvoir de les déchiffrer hochaient la tête. « Attention, nos pères ont parlé ce soir. » Tous ceux qui franchissaient le seuil de la concession des Traoré savaient à qui ils avaient affaire. Ils devenaient aussitôt que ces occupants possédaient des coudées de bonne terre, plantées de mil de coton, de fogneaux, cultivés par des centaines d'esclaves de case et de captifs. Dans des serres sont tassés des sacs de cauris et de poudre d'or, libéralement offertes par le Mansa, et dans un enclos derrière les cases, s'ébrouaient des chevaux arabes achetés aux morts. L'opulence se devinait à 1000 signes. Déserte, la première cour, alors que d'habitude elle grouillait de monde. Filles et garçons pareillement nus, les premières les reins ceints d'un collier de perles ou de cauris, les seconds d'un fil de coton. Femmes occupées à piler le mil ou à le vanner, à filer le coton en écoutant les bons mots de quelques bouffons,
ou les chants épiques d'un griot en quête d'un plat de taux, pâte de farine de mil, plat très apprécié. Homme bavardant tout en préparant des flèches de chasse ou affûtant des instruments aratoires, de plus en plus irrité, Doucika, entrant dans la seconde cour sur laquelle donnaient les cases de ses 3 femmes et de sa concubine, Syrah. Il trouva cette dernière prostrée sur une natte, une expression de souffrance déformant son beau visage, luisant de sueur. Il l'apostropha. « Mais où sont-ils tous ?» Elle s'efforça de se redresser et murmura dans son mauvais bambara. « Au fleuve, coquet !» Il hurla presque. « Au fleuve ! Que sont-ils tous allés faire au fleuve ?» Elle parvint à articuler. « Un homme blond, il y a un homme blond sur la rive du Djoliba, non Bambara du fleuve Niger. » Un homme blond, est-ce que cette femme délirait? Le regard de Doucika descendit jusqu'à son ventre, énorme sur le pagne lâchement noué, puis effrayé, remontant sur les murs d'argile, mêlés de kaolin des cases, seul en face d'une femme sur le point d'accoucher. Il fit rudement pour cacher sa frayeur. « Qu'est-ce qui t'arrive » Elle balbutia d'un ton d'excuse. « Je crois que c'est le moment. » Depuis plusieurs mois, Doucika n'approchait plus Syrah, enceinte pour la 2e fois par égard pour la vie qu'elle portait en elle. De même, pendant tout le travail de l'accouchement, il devrait se tenir loin d'elle et n'apparaître qu'après sa délivrance, après le prêtre féticheur, alors qu'elle tiendrait déjà son nouveau-né dans ses bras. Sa présence, tandis qu'elle souffrait, ne risquait-elle pas d'irriter les ancêtres? Il hésitait à battre en retraite, à la laisser seule, quand Nia parut, un enfant au dos, 2 autres accrochés à ses pagnes de coton teints à l'indigo. Il l'explosa. « Où étais-tu? Je comprends que tout le monde perde la tête ici, mais toi ?» Sans un mot d'explication, encore moins d'excuses, Nia passa devant lui et se pencha sur Syrah. « Il y a longtemps que tu souffres ?» L'autre souffla. « Non, cela m'a pris tout à l'heure. » D'un autre que Nia, Doucika n'aurait pas supporté pareille désinvolture, frisant l'impertinence. Mais elle était sa première épouse, sa Badamuso, à laquelle il avait délégué une part de son autorité et de ce fait capable de lui parler d'égal à égal. Ensuite, elle était née Koulibaly, apparentée à l'ancienne famille régnante de ses goûts et tout noble qu'il l'était. Doucika ne pouvait se vanter d'une aussi prestigieuse origine. C'étaient les ancêtres de Nia qui avaient fondé cette ville sur la rive du Djoliba, vite devenue le cœur d'un vaste empire. C'étaient les frères de ses ancêtres qui régnaient sur le Karta. Aussi, dans l'amour que Doucika lui portait, entrait une large part de respect, presque de crainte. Il se retira et dans la première cour, il se heurta à un messager du palais. L'homme se jeta dans la poussière en signe de respect et, prostré par terre, le salua. « Toi et le jour !» Puis il débita la devise des Traoré. « Traoré, 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 l'homme au long nom ne paye pas le prix de son passage du fleuve. » Allusion à la puissance des Traoré. Enfin, il livra son message. « Traoré, le Mansa te demande d'urgence au palais. » Doucika fut surpris. « Au palais? Mais ce n'est pas le jour du conseil. » L'homme releva la tête. « Ce n'est pas pour le conseil. Il y a un homme blanc sur le bord du fleuve qui demande à être reçu par le Mansa. »« Un homme blanc ?» Syrah ne délirait donc pas. Doucika, il est vrai, avait déjà entendu parler de cet homme blanc. Des cavaliers venant du Carthage affirmait l'avoir rencontré monté sur un cheval aussi épuisé que lui-même. Pourtant, il avait cru à un de ces récits dont les femmes divertissent les enfants le soir et n'y avait point prêté attention. Se coiffant de son chapeau conique, car le soleil commençait de monter dans le ciel, Doucika sortit de sa concession. En 1797, Ségou, la ville des 1444 Balanza, arbre sacré, avatar terrestre de Pimba, dieu de la création, capitale du royaume Bambara du même nom,
était une énorme agglomération composée de 4 quartiers disposés le long du Djoliba qui, à cet endroit, avait bien 300 mètres de large. Si Ségou Koro abritait le tombeau de l'ancêtre fondateur Binton Coulibaly, à Ségou Sidi Koro s'élevait le palais du Mansa Manso Diarra. À des journées de marche à la ronde, on n'aurait pas pu trouver lieu plus animé. Le marché principal se tenait sur une grande place carrée, autour de laquelle étaient disposés des hangars aux cloisons de bois ou de natte, aux toitures recouvertes de terre battue, sous lesquelles les femmes vendaient tout ce qui peut se vendre. Mil, oignons, riz, patates douces, poissons fumés, poissons frits, piments, beurre de karité, poulet, tandis que des artisans suspendaient sur des cordes des objets de leur commerce, bandes de coton tissé, sandales, selles de chevaux, calebasses finement décorées. À gauche du marché se trouvait le bazar où l'on entassait les captifs de guerre, liés les uns aux autres par des branches arrachées aux jeunes arbres. Doucika ne prêtait aucune attention à ce spectacle trop familier. Au risque de nuire à sa dignité, il se hâtait, arrêtant d'un geste ferme les griots, toujours à l'affût, par les rues et prêt à chanter les louanges des hommes bien nés. Ségou était à l'apogée de sa gloire. Sa puissance s'étendait jusqu'au marché de Djenné, la grande cité marchande sur le rive du Bani. On la craignait jusqu'à Tombouctou, à la lisière du désert. Les Peuls du Massina étaient ses vassaux et lui payaient annuellement de lourds tributs de bétail et d'or. À vrai dire, il n'en avait pas toujours été ainsi. À 150 ans plus tôt, Ségou ne comptait nullement parmi les cités du Soudan. Ce n'était qu'un village où Nyongolo Coulibaly avait pris refuge, tandis que son frère Barangolo s'installait plus au nord. Puis Biton, son fils, s'était fait l'ami du dieu Pharaon, le maître de l'eau, le maître de la connaissance, et avec sa protection avait transformé un amas de cases de torchis en une orgueilleuse construction dont le nom seul faisait trembler Somono, Bozo, Dongon, Touareg, Peul, Sarakolé. À tous ces peuples, Ségou faisait la guerre et ainsi obtenait des esclaves qu'elle revendait sur les marchés ou qu'elle employait à cultiver ses champs. La guerre était le nerf de sa puissance et de sa gloire. Si Doucika hâtait ainsi le pas, c'est que l'appel du Mansa le rassurait, le persuadait qu'il n'était pas tombé en défaveur comme il le craignait. À la cour, il ne manquait pas de gens qui jalousaient sa trop grande intimité avec Manson Diarra et les relations particulières de ce pacte d'amitié, de plaisanterie et d'entraide qui existait entre eux. Alors, ils avaient pris pour prétexte son attitude vis-à-vis de la guerre. Ils chuchotaient à l'oreille de Manzo, Doucika Traoré est le seul qui s'oppose à ta gloire. Il dit que les Bambara en ont assez de guerroyer. C'est quand lui-même il te jalouse et jalouse ta fortune. N'oublie pas que sa femme est une Coulibaly. Et peu à peu, Doucika voyait naître la méfiance dans le regard de Monzon et poindre à chaque fois qu'il se posait sur lui une interrogation. Est-il mon ami ou mon ennemi? Doucika entra dans la cour du palais. C'était un magnifique édifice bâti par des maçons venus du Djenné. Il était entouré d'un mur de briques de terre aussi épais que celui d'une ville, percé d'une unique porte devant laquelle se tenaient en permanence des gardes armés de fusils venus de la côte par le canal des Traitants. Doucika traversa 7 vestibules pleins de tondillons, corps de soldats créés par l'ancêtre fondateur Biton Coulibaly, jusqu'à la salle de réunion du conseil devant laquelle se tenaient des féticheurs occupés à déchiffrer l'avenir au moyen de noix de cola et de cori, tandis que des courtisans attendaient le bon plaisir des griots pour être introduits auprès du Mansa. Monzon Diarra était allongé sur une peau de bœuf posée sur une estrade, le coude gauche enfoncé dans un oreiller en cuir de chèvre orné d'arabesques. Il semblait soucieux. D'une main, il caressait l'une des 2 grandes tresses qui lui partaient du milieu de la tête pour se croiser sous le menton. De l'autre, il roulait l'anneau qui ornait son oreille gauche. 3 esclaves l'éventaient, 2 autres accroupis non loin
préparer le tabac dans de petits mortiers avant de le lui présenter dans de lourdes tabatières en or. Le conseil était au complet et Doucika éprouva un sentiment de rage en constatant qu'il était le dernier à pénétrer dans la pièce. Selon la coutume, il s'inclina profondément en se frappant la poitrine et se traîna sur les genoux jusqu'à sa place à côté de son mortel ennemi, Samake. Monzondiara avait hérité de la beauté de sa mère Makoro, dont les griots chantaient encore la mémoire. Toute sa personne inspirait le respect et la terreur, comme si la royauté usurpée par son père Ngolo, aux descendants de Biton Koulibaly, avait trouvé la légitimité en lui. Il portait une blouse de coton blanc tissée sur les meilleurs métiers de ses goûts et un pantalon de même couleur serré à la taille par une large ceinture. Son front était ceint d'une bande de coton, tandis que ses bras musclés étaient décorés de cornes et de dents d'animaux destinés à le protéger, mais aussi d'amulettes fabriquées par des marabouts, petits sachets de cuir finement ouvragés, renfermant des versets du Coran. Il abaissa son regard sur Doucika et fit moqueusement « Hé, Doucika, laquelle de tes femmes t'a retenue jusqu'à maintenant ?» La vile assemblée des courtisans éclata de rire, tandis que Doucika, réprimant sa colère, faisait d'un ton d'excuse. « Maître des énergies, il y a bien peu de temps que ton messager est venu me prévenir. Vois, j'ai marché si vite que je transpire encore. » Après cette interruption, Tietigiba Dante, le chef des griots, qui transmettait à l'assemblée les paroles du Mansa, se leva. Le maître des dieux et des hommes, celui qui siège sur la peau royale, le grand Monza Monzon, vous a convoqué pour une raison. Un homme blanc avec 2 oreilles rouges comme des tisons, se trouve de l'autre côté du fleuve et demande à être reçu devant lui. Que veut-il ? Là-dessus, Tietigiba se rassit et selon le cérémonial, un autre griot se leva. Tietigiba était un personnage redouté de tous à cause de sa grande intimité avec le souverain. Il était vêtu de façon assez impressionnante d'une blouse de cotonnade bleu indigo et blanc et coiffé d'un cimier orné de poils de fauve et de coris. Comme il avait également fonction d'espion, son regard parcourait successivement chaque membre du conseil, comme s'il entendait le jauger et faire son rapport. Quand le second griot se tut, il se leva de nouveau. Cet homme blanc dit qu'il n'est pas pareil à un mort. Il ne veut rien vendre et rien acheter. Il dit qu'il est venu regarder le Djoliba. Ce fut un éclat de rire. N'y avait-il donc pas de rivière au pays de l'homme blanc ? Et une rivière ne ressemble-t-elle pas à une autre ? Non, cela cachait quelques pièges et l'homme blanc ne voulait pas révéler le but réel de sa visite. Doucika demanda la parole et dit « A-t-on interrogé les Burigidala et les Moris, géomanciers et marabouts musulmans ?» Samake se moqua tout bas. « On ne t'a pas attendu pour le faire. » Une fois de plus, Doucika maîtrisa sa colère et répéta sa question. Tietigiba lui répondit. Il ne se prononce pas. Il ne se prononçait pas. C'était bien le signe de l'extrême gravité de la situation. Tietigiba poursuivit. Ils disent que, quoi que nous fassions de cet homme blanc, d'autres pareils à lui viendront et se multiplieront parmi nous. Stupéfaits, les membres du conseil se regardèrent. Des hommes blancs s'installer à ses goûts et vivre parmi les Bambara. Amis ou ennemis, cela semblait impossible. Doucika se pencha et murmura, cette fois à l'adresse de son ami Koné, assis à quelque distance de lui. « Est-ce que tu l'as vu, cet homme blanc ?» Malheureusement, dans le silence qui régnait, cette remarque assez puérile, il est vrai, fut entendue de tous. Le Mansa se redressa et lui jeta avec ironie. « Si tu veux le voir, il est sur l'autre rive du Djoliba. Tu y trouveras les femmes, les enfants et les Nyamakala, hommes de caste. » Cette fois encore, l'assemblée éclata d'un rire obséquieux et Doucika fut à nouveau au centre des railleries et des sarcasmes. À la vérité, que lui reprochait-on ? De tenir d'une certaine manière un double langage,
de faire profession, de haïr la guerre tout en profitant de sa part de butin et en s'enrichissant sans mal puisqu'il prenait rarement part aux expéditions, de se griser de sa familiarité avec le Mansa et des origines royales de sa femme au point de traiter tout le monde avec mépris, bref, de devenir arrogant et vain. Certains disaient qu'il avait de qui tenir. Son père, Falé ayant été le plus orgueilleux des Yerewolo, qui ait jamais foulé le sol de la ville, au point que les dieux l'avaient puni, lui faisant rencontrer une mort ignominieuse quand son cheval l'avait jeté au milieu d'un marais où il avait agonisé des heures entières. On n'allait pas jusqu'à en souhaiter autant à Doucika. Pourtant, tout le monde à la cour était d'avis qu'une bonne leçon ne lui ferait pas de mal. Pendant ce temps, Nia se penchait sur Syrah. Les deux femmes n'étaient plus seules. Étant donné l'affluence de ceux qui voulaient voir l'homme blanc, les pirogues traversant le Djoliba étaient prises d'assaut. Aussi, après des heures d'attente, nombre d'esclaves, la mort dans l'âme, avaient dû revenir accomplir leur obligation dans la concession. En hâte, Nia avait fait chercher Souka, la matrone qui avait délivré toutes les épouses de Doucika et ranimé de ses mains habiles plus d'un nouveau-né hésitant à entrer dans le monde visible. En attendant, elle faisait déjà brûler des plantes destinées à chasser les mauvais esprits et à favoriser la montée du lait. Puis elle revint vers Syrah, accroupie, afin de faciliter l'expulsion. Syrah occupait une position particulière dans la concession. Ce n'était pas une bambara, mais une peule. Le Mansa Monzo, au cours d'une expédition contre ses vassaux Peuls du Massina, dont les Ardos, chef de guerre Peul originaire du clan Diallo, n'était jamais prêt à s'acquitter de l'impôt, avait capturé en guise de représailles une douzaine de garçons et de filles, choisis parmi les meilleures familles de la capitale, Tenankou. Il avait l'intention de les restituer des paiements des sommes dues, mais un jour, Doucika, traversant une des cours du palais pour se rendre à la séance du conseil, avait aperçu Syrah et l'avait souhaité pour concubine. Vu les liens qui les unissaient, Monzon, malgré son déplaisir, n'avait pu la lui refuser. Par la suite, l'impôt avait été payé et la famille de Syrah avait envoyé une délégation pour la reprendre, mais Doucika avait refusé d'obéir. D'ailleurs, il était trop tard, Syrah était déjà grosse. Étrangère et captive, Doucika n'avait pu l'épouser. Cependant, il était évident qu'il la préférait à ses compagnes légitimes, à celles qu'il partageait sa langue et ses dieux. D'abord, Nia avait haï Syrah. Ce n'était certes pas la première fois que Doucika prenait une concubine. On ne comptait plus les esclaves qui, la nuit, se succédaient dans sa case. Pourtant, jamais à aucune d'entre elles il n'avait accordé tant de prix. Elle ne s'y trompait pas. Elle lisait sa passion à 1000 signes invisibles pour les autres, puis sans qu'elle sache comment sa haine et sa jalousie avaient fait place à des sentiments de pitié, de solidarité et d'affection. Le sort qui avait frappé Syrah aurait pu la frapper également. La violence des hommes, le caprice de l'un d'entre eux aurait pu l'arracher à la maison de son père, au bras de sa mère pour en faire un objet de troc, d'échange. Alors, à la surprise de tous, elle s'était mise à protéger son ancienne rivale. Malgré son empire sur elle-même, Syrah poussa un gémissement. Nia, qui ne voulait pas entendre dire que sa coépouse avait manqué de courage au moment de l'épreuve suprême, lui posa vivement la main sur la bouche. En même temps, elle songea qu'une fois Souka arrivée, elle irait déposer une nouvelle offrande dans la case aux autels, dans la dernière cour de la concession. Elle n'y avait pas manqué peu après son réveil, mais sachant que l'hivernage précédent, Syrah avait accouché d'un enfant mort-né, il fallait redoubler de précautions. Elle tenait en réserve un coq blanc dont la couleur plairait au dieu Pharaon, qui nuit et jour veille à la bonne marche de l'univers. Souka entra. C'était une femme déjà âgée, l'épouse d'un forgeron féticheur, elle-même en communication avec les puissances tutélaires et qui donnait une grande impression d'autorité. Elle portait autour du cou un collier de cornes d'animaux rempli de poudre et d'ongles bienfaisants,
Un coup d'œil attira la persuadée qu'elle avait encore de longues heures devant elle et elle commença à piler des racines et des feuilles dans un mortier tout en murmurant des prières connues d'elle seule. Rassurée par sa venue, Nia sortit pour aller cueillir un peu de lait de chèvre qu'il serait bon de faire avaler au nouveau-né avant celui de sa mère. Dans les cours, l'agitation avait repris. Tout le monde semblait revenu du fleuve. Nieli, la deuxième épouse assise devant sa porte, mangeait voracement des ngomi, beignets de mil qu'une de ses esclaves lui avait préparés. Nia se reprochait les sentiments qu'elle éprouvait pour Nieli, qui aurait dû être sa petite sœur. Pourtant, comment s'accommoder de sa paresse, de ses caprices, de ses criarderies constantes? C'est que Nieli n'arrivait pas à oublier la manière dont elle était entrée dans la concession. Des années plus tôt, Fale, le père de Doucika, accompagnait le Monsangolo Diarra à Nyamina. Comme il passait la soirée chez un noble Bambara de leur relation, il s'aperçut que l'épouse de son hôte était enceinte. Selon la coutume, il demanda l'enfant pour son fils si c'était une fille. Doucika était un fils respectueux. Il avait toujours traité avec justice cette épouse qu'il n'avait pas choisie, mais il ne l'avait jamais aimée. Depuis l'arrivée de Sira au foyer, cette différence de sentiments perspective à une infinité de détails, de menus gestes, torturait Nieli. Nieli s'arrêta de mastiquer ses gnomis et interrogea « L'étrangère a accouché ?» Elle n'appelait jamais Sira autrement. Nia ne releva pas l'expression et se borna à répondre « Non, le petit inconnu n'est pas encore parmi nous. Les ancêtres fassent que son voyage soit aisé. » Nieli fut bien forcé de marmonner la prière d'usage. Nia se dirigea vers la petite case aux autels. C'était un lieu sacré où ne pénétraient que les prêtres féticheurs attachés à la famille, les chefs des différentes cellules familiales et quelques femmes investies comme elle d'une certaine autorité. Dans la cour, elle se heurta à Doucika de retour du palais et visiblement à sa recherche. Il commença « Monzon m'a encore humilié et… » Elle l'interrompit. « Défais la ceinture de ton pantalon, Sira est en travail. » Ne pouvait-elle dominer sa rancœur? C'est ce qu'elle reprochait en réalité à Doucika. Ce n'était plus la présence de Sira, c'était l'usure que le temps avait apportée à ses sentiments pour elle, la mort de son désir, la routine installée dans leur relation. À présent, pendant les nuits qu'elle passait dans sa case, ils dormaient sans se toucher. Leur seule conversation tournait autour des enfants, de l'usage des biens, des soucis de la vie publique. Ah, qu'il est dur de vieillir! Il fit d'un ton suppliant. « Écoute-moi, je te dis que Monzon s'est rayé de moi par 2 fois en plein conseil. Fais venir Koumaré. » Nia fixa le sol de sable blanc mêlé à des pierres finement pillées. « Quand veux-tu le voir? Mais le plus vite possible. » Koumaré était le forgeron féticheur, grand prêtre du Comore, importante société secrète à la tête de laquelle se trouve un clergé dirigé par un grand prêtre qui, depuis des années, interprétait pour Doucika les signes de l'invisible et du visible et tentait de prévenir tous les événements défavorables. De toute façon, il faudrait bientôt l'appeler dès que l'enfant de Sira